Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne avec les moments de partage. Aujourd'hui, je suis avec Florine. Florine qui a une histoire extraordinaire. Bonjour Florine, Bonjour Samia. comment tu vas? Eh bien, écoute, ça va. Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, ça me touche beaucoup. Avec grand plaisir. J'aurais pas pu faire cette chaîne sans toi, voyons. Ah, bah écoute, merci beaucoup. Il fallait absolument que tu sois dans mon palmarès, j'ai envie de dire. Bon, en même temps, moi, toutes les femmes que tu interviews, à chaque fois, je suis assez bluffée par leur histoire. Donc, ça me touche beaucoup que j'y sois dedans. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, moi, c'est Samia Kimekas et j'accompagne les femmes à se reconstruire émotionnellement après avoir vécu un cancer du sein pour reprendre estime d'elles-mêmes. Moi, ça me paraissait important. Mon parcours aussi en fait partie. Donc, je sais bien ce qui s'y trame, pas pendant, mais après, la solitude qu'on peut y avoir, l'incompréhension, le déboussolement. Et donc, du coup, j'en ai fait une mission. Ma mission, évidemment, c'est d'accompagner ces femmes avec mon intuition, avec mon énergie et surtout avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Donc Ouais. voilà, et aujourd'hui, donc j'accueille Florine. Évidemment, comme à chaque fois, toutes les invitées que je présente, elles se présentent seules parce que je trouve que il y a pas mieux en fait que finalement de dire qui elles sont pour elles. Alors à toi, Florine. Alors, moi, je m'appelle Florine, donc j'ai 24 ans et donc moi, je suis étudiante aux Beaux-Arts à Besançon. Je travaille le métal et j'aimerais bien être artiste là-dedans. Voilà, je suis en première année, enfin, je passe en deuxième année, donc le chemin est encore long jusqu'au diplôme, mais voilà, je m'éclate bien là-dedans. J'aimerais bien être artiste. Justement, quand tu dis le chemin est encore long, ça veut dire qu'il y a quoi? C'est combien d'années? Alors, normalement, enfin, tu as deux sortes de diplômes. Donc, tu as soit 3 ans et tu as une licence d'art, je crois. Et au bout de 5 ans, tu as un DMA, un diplôme des métiers d'art. Voilà. Donc, tu as soit un master 2 en 5 ans, soit 3 ans. Je pense que je vais faire 3 ans et après, j'aimerais bien me trouver un petit atelier quand même. Allez, 3 ans, courage, courage. De toute façon, c'est que du bonheur parce que il y a pas Oui, oui, oui. que du Oui, oui, bonheur oui. aussi en même temps. Les gens souvent ont l'habitude d'aller regarder le résultat, mais finalement, c'est le chemin que tu fais qui est intéressant. Tout ce que tu Et- apprends maintenant, les gens que tu vas connaître. Exactement. Et puis, je vais te dire, d'être dans une espèce d'énergie créatrice comme ça, avec plein de gens dans la tête, il y a plein d'idées qui arrivent tout le temps. Donc, c'est vrai que c'est bien d'être dans ce genre d'endroit, des villages d'artistes un peu. C'est plaisant, ouais. C'est super. Moi, j'ai toujours dit que c'était un monde à part et j'adore ce monde-là, bien évidemment, parce que il est hyper créatif et c'est vrai que c'est joyeux, j'ai envie de dire. Ouais, 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 tout à fait. Du coup, Florine, je suppose que tu t'es pas levé un lundi, puis un mardi, tu as dit non, ben voilà, je vais faire ça. Qu'est-ce qui s'est Exact. passé dans ton parcours de vie, Florine? Alors, écoute, moi, je suis née en voyage. Je suis née en Martinique. Ma sœur, elle est née en Guyane. Et mes parents devaient partir une année sabbatique. Finalement, ils sont partis de 12 ans et ils sont partis en voilier. Donc, voilà, ils sont descendus jusqu'en Afrique. Ils sont partis de Bretagne et ils sont descendus jusqu'en Afrique. Ils ont traversé l'Atlantique. Ils ont eu ma sœur. Ensuite, ils m'ont eu. Et donc, moi, j'ai fait 9 ans sur un bateau et dont un an et demi au Québec aussi. Voilà. D'ailleurs, au Québec, petite anecdote, ma maîtresse du Québec, donc la première fois que j'allais à l'école, ma maîtresse a été la première à dire à mes parents, dis donc, votre fille, elle dessine bien pour son âge, peut-être qu'il faudrait l'encourager là-dedans. Bon. Et voilà, ça a été vraiment un super moment de vie, ce voyage. C'était extraordinaire. On faisait des chasses au trésor sur les îles désertes pour nos anniversaires. Enfin, c'était vraiment chouette. Ensuite, on est rentré en France. Bon, là, il y a eu un événement un peu traumatique dans ma vie, c'est-à-dire que mes parents se sont séparés. Et c'est vrai que quand tu vis sur un bateau, tu es tu peux pas aller faire un tour, tu peux pas prendre la voiture ou aller faire un tour à pied, quoi, on va dire. Donc, tu te canalises beaucoup. Mes parents se canalisaient beaucoup pour pas s'engueuler devant nous. Et puis, du coup, forcément, on est devenu une famille très, très unie. Et donc, quand les parents se sont séparés, ça a été l'éclatement de ma vie un petit peu. Et donc, après, de fil en aiguille, c'est ma mère qui est partie. Donc, ma sœur a dû prendre un petit peu le relais dans la famille parce qu'on a ramassé un peu notre papa à la petite cuillère, hein. C'est vrai que c'était un Ouais. peu compliqué pour lui. Et donc, ma sœur est devenue un petit peu comme ma maman, ma sœur. Enfin, c'était compliqué. Et ma sœur était une élève très studieuse. Elle réussissait dans le sport partout. Et en fait, moi, au bout d'un moment, cette hiérarchie entre elle et moi, c'est devenu presque insupportable. Et j'ai essayé presque de devenir l'opposé d'elle, entre guillemets. Et en plus de ça, il fallait que je comble ce manque de ma mère qui est partie. Et je suis vite tombée dans l'alcool, dans la drogue. Attends, Euh, rappelle-nous, t'avais quel âge à ce moment-là? Quand mes parents sont séparés, j'avais 12 ans. Donc, il s'est passé quand même quelques années avant que je dérive là-dedans, hein. Donc, Justement, t'avais quel âge?
voilà, j'avais quel âge? Eh ben, écoute, j'ai commencé vraiment, je pense, à dériver là-dedans quand je suis partie en seconde. En seconde, j'ai décidé de repartir vivre chez ma maman après ne pas lui avoir parlé pendant quasiment 2 ans et demi. Je suis partie vivre chez elle et donc ma mère était sur Colomiers, donc beaucoup plus grande ville que chez mon père qui habite dans les Hautes-Pyrénées, dans un petit village. Et donc là, j'ai commencé à arriver dans un lycée, j'ai commencé à fumer des joints, à aller en free party, entre guillemets, à prendre des drogues dures, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, de fil en aiguille, ça a été une année très chaotique parce que j'ai fait 4 lycées dans l'année, je me faisais virer de partout. Bon, c'était compliqué. Et puis, de fil en aiguille, je suis revenue après chez mon papa. Et puis, je me suis mise avec un garçon qui avait un camion. Enfin, on s'est acheté un camion ensemble. J'ai pris mon chien quand j'avais 16 ans. Et après, j'ai commencé à aller sur des terrains avec des camions caravanes, avec des personnes qui ont des sound systems, avec du son, avec de la drogue inévitablement. Et puis, de fil en aiguille, moi, j'ai commencé à tomber petit à petit à la rue. Et donc voilà, ça Donc, s'est c'est fait comme devenu ça. SDF, c'est ça en fait? C'est devenu Ouais. SDF, mais à Oui, l'âge, pardon. quel âge? Parce que d'après ton parcours, là, tu avais l'air hyper jeune. Oui, oui, oui. Alors voilà, je te parle de ça. Alors, mais séparation, j'avais 12 ans. Ensuite, quand je suis partie en seconde, j'ai commencé à fumer des joints, à picoler, à aller donc avec ce mec, donc j'étais mineure encore, à aller dans les sound systems, machin. Et vers mes 18 ans, là, je suis réellement tombée amoureuse d'un mec qui avait 13 ans de plus que moi, un mec qui était vraiment un zonard de la rue pur et dur. Quand tu l'as dit, j'avais eu l'impression, tu sais, un mec extra, et là tu dis un vrai zonard et tout. Je suppose qu'il était expert en la matière. Ouais, ouais, pas du tout. Et puis, tu vois, ce mec, finalement, parce que moi, j'ai redoublé mon année de seconde, vu que j'ai fait 4 lycées, tu sais, et donc, à 18 ans, je devais faire ma terminale. J'ai passé ma terminale dans un appart qu'on a transformé en squat, qu'on nous avait laissé un logement social. Ça a été, on a fini par se taper sur la tronche tous les jours parce que j'ai commencé à fumer de l'héroïne avec lui. On picolait tous les jours et du coup, on se tapait dessus. On avait pété tous les carreaux, on avait dessiné sur tous les murs. Enfin, c'était un sacré boxon là-dedans. Et du coup, j'ai passé mon année de terminale dans ces conditions. Donc, moi, tous les gens qui disent que le bac, c'est facile, je leur dis non, pas dans mes conditions. Et voilà. Est-ce que à ces moments-là, hein, je parle bien, tu savais pourquoi tu étais vraiment dans dans ce mouvement, en fait, j'ai envie de dire, puisque évidemment, souvent, Je, quand on est jeune, on a envie d'être rebelle, de ne pas faire ce que nos parents nous disent, on a envie de les embêter un petit peu. Mais là, tu as quand même été vraiment dans ouais, loin les dedans. Ouais. extrêmes, non? Ouais. Oui, parce que ça a duré, cette vie-là, elle a duré à peu près 5 ans en tout Ouais. jusqu'à un certain moment de ma vie. Et non, je pense que je me sentais à ma place à cet endroit. D'accord. Comme j'avais toujours été, tu sais, un peu la mauvaise élève, Ouais. j'avais du mal à l'école, moi, dès petite, hein, parce qu'au bateau, ma mère nous faisait le CNED à l'école et j'étais toujours ronchonne à pas vouloir faire l'école. Et j'avais du mal, c'est vrai que c'est un truc où j'ai du mal. Et du coup, même dans le sport, ma sœur était très souvent meilleure que moi. Donc, je me suis souvent sentie peut-être, je pense, hein, peut-être un peu par rabaissée, pas le moins du monde par mes parents, hein, mais moi, de moi-même, j'ai eu Ouais. cette vision-là, je pense. Mes parents n'ont jamais, n'ont Finalement, jamais. c'est toi, quoi, qui a émis cette basse valeur envers toi-même, en Et, fait. ouais, oui, oui. Et je pense que dans un univers comme ça, dans cet univers-là, je brillais malgré tout parce que c'est Ouais. ce qu'on pense, les rébus de la société, les moins que rien presque, tu vois, les gens à la zone, les punks avec leurs clébards, machin, on les Ouais. considère comme de la merde, hein, vraiment. Hein. Ouais. Moi, je te dis, j'ai fait la Manche, machin et tout, et le Tu peux regard de nous, certaines personnes, tu waouh. peux nous raconter une anecdote, si c'est pas trop. Une anecdote de quoi Justement, de ta vie à la rue, tu viens de dire là, par exemple, que toi, tu brillais dans ce monde-là. Comment tu fais pour briller dans ce monde-là quand, évidemment, personne ne vous voit, j'ai envie de dire. Par exemple, tiens, j'en parlais avec une amie l'autre jour. Par exemple, je sais plus, je parlais d'un moment de ma vie dans un squat à Bayonne. J'ai vécu pendant 6 mois dans un squat à Bayonne et on tapait du speed tous les jours. C'était bon, bref. Et après, je suis partie en Ariège. Et bref, dans ce squat à Bayonne, on avait un couple de zonards qui venaient très souvent nous voir, mais eux, ils avaient un appartement, donc ils n'étaient pas à la rue vraiment. Ils avaient un appartement parce qu'ils avaient une petite fille, Sacha, qui avait 5 ans. Et Ouais. cette petite fille se retrouvait très fréquemment dans le squat avec nous. Donc, voilà, cette petite fille, elle marchait sur les bouts de verre et dans les canettes au squat. Cette petite fille, elle nous voyait taper des traces et fumer des trucs. Cette petite fille, elle nous voyait picoler, elle nous voyait Alors, nous engueuler. alors, Florine, juste parce qu'on n'est pas tous dans le même mood, Oui, mais de trace, donc c'est de la drogue, speed, c'est de oui, oui, la oui. drogue, Oui, c'est c'est taper une différentes trace. sortes de drogue. Voilà, voilà. Bon, bref.
Et donc, cette petite fille, elle jouait avec la meute de 15 chiens autour d'elle, c'était marrant. Et moi, par exemple, je lui ai appris, je sais pas, on voit souvent des personnes quand elles font la manche qui font des cendriers en canettes de bière, tu sais, en fleurs. Ah, ouais. Moi, je lui ai appris à faire des cendriers en canettes, je lui ai appris à faire des bracelets avec des capsules de bière et des lacets de chaussures, machin. Et à chaque fois, les parents, ils s'engueulaient, le mec foutait sur la gueule à la maman très fréquemment, donc ça partait en baston général. Et moi, je prenais la gamine dans mes bras et je courais, je partais, je fuyais les coups, je fuyais les cris et je l'emmenais loin, cette petite fille. Et quand j'étais pas là, elle assistait à tout. Hein. Quand j'étais pas là, elle assistait à tout, malheureusement. Et ça, pour moi, c'est important. Voilà. Voilà, Qu'est-ce qui est important dans ça, quand tu dis ça? C'est qu'est-ce qui est important? D'avoir essayé de la préserver. Alors, je ne l'ai pas préservée de tout, bien sûr, parce que finalement, j'ai appris 1 an plus tard que la nana avait fini par poignarder le papa. J'espère que Sacha n'était pas là à ce moment-là. Sacha a été placé. La maman a fini au placard. Bon, peut-être que tant mieux pour elle, j'en sais rien. Pour la petite, je ne sais pas. Mais au moins, peut-être que ça lui aura enlevé certaines scènes de violence. Après, je pense que elle aura toujours un trauma finalement quelque part avec ça. Mais voilà, des situations comme ça avec des gamins, j'en ai eu beaucoup. D'accord. Et toi, par exemple, quand tu faisais la manche, c'était compliqué au départ ou pas du tout? Hop là. Alors, non, parce que en fait, ça s'est démarré entre ma première et ma terminale. J'ai commencé à côtoyer des SDF, justement. Et puis, entre ma première et ma terminale, donc, je suis partie avec 2 personnes à la rue et une personne dans mon lycée. Et on est parti en road trip avec nos sacs à dos. Donc, on était 4 avec 3 chiens. Moi, j'avais déjà mon chien avec la guitare, le machin. Donc, on se séparait en 2 groupes pour faire de ça. C'était génial. Et là, on était vraiment dans le truc bien du bon partage, c'était chouette. Et en fait, avec la nana, on faisait la manche, mais c'était vraiment bon enfant. Le mec à côté, il faisait de la guitare, nous, on dansait devant les magasins et on ne demandait pas pour de l'alcool, on demandait pour des croquettes, on demandait pour la bouffe. Et c'était l'été, il faisait beau, on s'en fichait. Donc, c'était pas du tout dans la dimension de vraiment d'être en galère, de devoir se nourrir, de mourir de faim. C'était pas dans ce sens-là. Mais du coup, au début, ça n'a pas été difficile. Après, bien sûr, il y a des moments où ça l'est. Les moments où tu n'as vraiment pas de sous et qu'il faut aller et qu'il pleut dehors et qu'il fait froid. Et évidemment, la Manche en été, c'est bien, mais la Manche en hiver, c'est pas bien. La rue en été, c'est bien. La rue en hiver, c'est chiant. Bon, voilà. Donc, Ça a ses avantages et ses inconvénients finalement. Oui, parce que n'empêche qu'à la rue, tu peux, à la Manche par exemple, tu peux rencontrer des personnes, mais des perles, vraiment des gens. Et pas que des gens qui ne sont pas à la rue, je dis à la Manche, rencontrer des gens que tu rencontres qui te donnent une pièce ou quoi, c'est des perles bien sûr, mais aussi dans le monde de la rue, chose que beaucoup de gens ont des énormes préjugés sur ce monde-là. Évidemment, il y a des connards, mais j'ai envie de dire, il y a des connards partout, dans n'importe quelle sphère sociale. Et à la rue, il peut y avoir vraiment des personnes, des pépites, quoi. Des pépites, ouais. Justement, toi, t'en as rencontré des pépites? Ah, bah écoute, je pense à une amie que j'aime beaucoup qui s'appelle Nana, que j'ai rencontrée sur Carcassonne. Moi, à Carcassonne, j'étais en prépa d'art parce que bon, je suis restée pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans vraiment sans activité après mon bac, à vraiment aller de squat en squat, camion, caravane. Mais après, j'ai toujours essayé de me raccrocher à faire quelque chose. Donc, j'ai fait une formation de ferronnerie d'art, je suis rentrée en prépa d'art, enfin des rencontres qui m'ont permis de faire ça et qui m'ont poussée alors que j'avais rien demandé. Voilà, et donc c'est génial. Et quand j'étais en prépa à Carcassonne, j'ai rencontré cette nana, et du coup, son surnom, c'est Nana d'ailleurs. Son prénom, c'était Ainoa. J'adore ce prénom, c'est très beau. Ouais, c'est clair, c'est joli. Ouais, c'est très joli. Et cette nana, c'était une perle, quoi. Et je l'ai hébergée pendant 3-4 mois chez moi. C'était un peu compliqué parce qu'entre les cours, le machin et tout. Mais cette nana, elle était top, ouais. Donc, oui, il y a des personnes super, ouais. J'ai rencontré aussi, oui, bien sûr, j'ai rencontré un mec qui était génial, qui s'appelle Plume, qui était sur Bayonne. Et en fait, Plume, je l'ai rencontré pendant ce trip entre ma première et ma terminale. Et ce mec, au début, je l'ai vu, il était sur ses 2 jambes, donc vraiment le stéréotype du punk, la crête sur la tête, des épingles à nourrice partout, le kilt à carreaux et tous les rangeaux, torse nu avec son tatouage de plume ici. Parce que quand il est né, c'était un poids plume, donc son grand-père l'avait appelé Plume. Bon. D'accord. Et en fait, quand je suis revenue dans ce squat à Bayonne, il était là. Et en fait, il était en fauteuil roulant, ce mec, parce qu'il s'était fait rouler dessus par un camion aller-retour parce qu'il essayait de défendre une nana. Bon, bref. Et ce mec, c'était vraiment un gars qui avait le cœur sur la main, quoi. Et c'était vraiment, je suis née à la rue, je crèverai à la rue, je suis en fauteuil, je ne vais pas en structure. Et ouais, beaucoup de courage dans cette personne, ouais. Merci Florine, vraiment, parce que là, du coup, tu nous en dis beaucoup. En même temps, on a envie d'en savoir plus.
Moi, quand j'entends la rue, alors je te le dis hein, comme ça, vraiment, mais faut prendre de l'écart. Est-ce Ouais. qu'il y a des moments où tu rencontres des personnes un peu pourries qui te font du mal aussi, tu vois parce que... Ouais. Alors, ben, justement, il y a 1 an et demi, j'ai eu un accident, donc je pense qu'on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Et en fait, quand j'ai eu cet accident, on a dû appeler les pompiers, etc. Et moi, je suis partie avec les pompiers. Et j'étais avec un SDF avec qui je me droguais. Je venais de rentrer aux Beaux-Arts de Rennes. Je venais Donc de ça, rentrer. c'est avant l'accident. Ça, c'est juste avant l'accident. C'était Ok. donc pas en septembre là, c'était en septembre dernier. Je venais d'arriver en septembre 2018. Donc, Ok. je venais d'arriver à Rennes pour faire les Beaux-Arts. J'avais été prise, donc super. Et en fait, j'ai rencontré ce mec qui était pas très loin de chez moi. Il avait le squat qui était vraiment à 40 mètres de chez moi. Et du coup, j'ai commencé à me remettre les pieds dedans dans la drogue. Donc, j'ai recommencé à fumer de la cocaïne et fumer de l'héroïne. Bon, bref. Et en fait, ce mec, donc, il était avec moi le jour de l'accident. Et en fait, quand je suis partie, donc, il m'a sauvé la vie parce qu'il a appelé les pompiers, certes. Mais ça n'excuse en rien le geste qu'il a fait derrière, c'est-à-dire qu'il a dû garder mes 2 chiens parce que j'avais mon chien Atome que j'ai eu à 16 ans et j'avais depuis 1 an et demi un chien qui s'appelait Perdu. Donc j'avais Atome et Perdu et donc il a dû garder mes 2 chiens et il a dû garder mon sac aussi. Et il m'avait déjà accompagné retiré avant l'accident pour aller chercher de la drogue ou autre. Et donc il avait noté mon code de carte bleue. Et en fait, quand j'étais entre la vie et la mort, emmenée par les pompiers, il m'a dépouillé tout mon argent. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus lâche que de profiter de quelqu'un qui est faible. Et on ne peut pas être plus faible que moi. J'étais vraiment en train de mourir. J'ai eu le pronostic vital engagé sur 3 jours. Enfin, et voilà. Et ça me reste beaucoup. Ça me reste quoi. Je trouve ça ignoble en fait. J'arrive pas à comprendre. Donc oui, Oui, c'est clair. ouais. D'ailleurs, alors du coup, bah, là, tu parles de l'accident. Donc à ce moment-là, donc tu avec un mec. Alors moi, ce que je retiens dans ton parcours quand même jusque-là, en tout cas, c'est que tu as quand même cette force d'avancer pour faire quand même des études de métallurgie, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors, bah, C'est fou ça, parce que malgré tout ce que tu fais et tout, entre la drogue, l'alcool, les squats, les mecs, les nanas que tu rencontres, tu as quand même cette ligne conductrice en fait. ouais, oui, oui. Alors, en fait, il y a eu un moment, il y a eu un moment donné dans ce squat à Bayonne, il y a une personne qui est rentrée dans le squat et ça a commencé à devenir le bordel. Et j'ai dit, il faut que je me casse. Il faut que je m'en Ouais, aille parce que là, ça va dériver. On avait une règle dans ce squat, c'était pas de seringue, surtout pour la petite Sacha. Et le ouais. mec, il est arrivé, il a commencé à foutre le beau. Et tu sais, c'était un mec qui avait une énergie très noire et que tu n'avais pas envie de contredire. Et en fait, il a commencé à sortir ses seringues et vraiment à s'installer dans le squat. Et moi, j'ai dit, je m'en vais, je me casse. Et je suis partie en Ariège, un endroit où je connaissais personne. J'ai été voir des assistantes sociales pour essayer d'avoir un logement social. J'ai essayé d'aller voir des conseillères d'orientation avec la mission locale pour essayer de savoir qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Parce que je suis née en voyage. Moi, je veux aller en voyage. Je veux retourner en voyage. C'est Ouais. pas comme ça que je vais retourner en voyage. Je ne vais pas réussir à retourner en voyage comme ça et à refaire un périple comme mes parents ont pu faire. Et c'est mon rêve. Et effectivement, si un jour j'ai des enfants, peut-être que j'en aurai pas, mais peut-être si un jour j'en ai, j'aimerais énormément les élever en voyage, pas forcément en bateau, mais peut-être en poids lourd aménagé. Enfin, je sais pas. Mais vraiment, ça serait un truc que j'aimerais faire. Et là, il y a eu ce déclic de dire, mais tu vas atteindre le point de non-retour qui était finalement déjà atteint, mais je ne le savais pas. Il faut que tu te bouges, quoi. Et du coup, en fait, je suis partie en Ariège et j'ai trouvé un premier stage de ferronnerie, ça m'a beaucoup plu. Un deuxième stage de ferronnerie. Après, bah, j'ai rencontré un mec, je suis partie vivre pendant quasiment 1 an dans les montagnes noires, là, alcool à gogo, pareil. En plus, les montagnes noires, il y a beaucoup de free party, beaucoup de teuf, donc voilà. Mais le métal était resté quand même en moi. Et puis, j'ai trouvé une formation super intéressante. Et je me suis présentée. Ils m'ont recalé, trop jeune. J'ai dit, OK. J'ai dit OK. Je me suis représentée une deuxième fois, ils m'ont recalé, trop jeune. OK. Je me suis représentée une troisième fois, ils m'ont dit bon, OK, on te prend. Et du coup, au bout de 3 fois, donc les entretiens étaient tous les 4 mois quand même, donc machin. Et au bout de ces 3 entretiens, j'ai réussi à être prise avec une formation rémunérée de 400 € par le conseil régional. Et donc, c'était à l'IMARA, l'Institut des métiers d'art et d'artisanat d'art. Et j'ai réussi à avoir une formation extraordinaire qui a duré 6 mois. Et j'ai eu la chance de tomber sur un formateur extraordinaire qui est aujourd'hui comme mon grand-papa. Et c'est vraiment lui qui m'a poussée pour que je rentre en prépa d'art. Moi, jamais je serais retournée à l'école. J'étais là, mais attends, après ce que je viens de vivre et les gens que j'ai l'habitude de côtoyer, tu ne crois pas que je vais Ouais, aller retourner avec des minots de 18 ouais. ans? C'est pas possible, quoi. Et finalement, il m'a dit non, tu y vas, tu y vas. Et j'y suis allée, j'ai été prise. Et en fait, j'ai trouvé ça passionnant, l'univers de l'art. Et j'ai fait une prépa d'art. Et je suis rentrée aux Beaux-Arts à Rennes. Et après, il y a mon... Mais malgré tout ça, malgré la formation, la prépa, les Beaux-Arts, j'arrivais pas à décrocher de ce milieu-là. Je Ouais, finissais la journée et j'allais picoler. ouais.
Et bah, justement, bah, raconte-nous alors du coup ce qui bah, fait ce décalage aujourd'hui bah, qui t'es et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, donc, c'est arrivé donc, il y a 1 an et demi, le 14 octobre 2018. Et là, il s'est passé bah, un événement majeur dans ma vie, donc cet accident dont on parlait un petit peu tout à l'heure. En fait, bah, on dit bien que les artistes ont des idées un peu farfelues. Et donc, en fait, moi, je me baladais au bord de la voie ferrée avec ce SDF donc, qui m'a volé. Mais qui m'a sauvé la vie, hein, quand même, voilà, faut le dire. Hein. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu illumination. J'ai dit, waouh, il faut que je prenne une photo sur le toit d'un wagon de train. Parce que j'avais un sujet qui était la profondeur et je me suis dit, mais ouais, il y avait tous les trains de marchandises, tu sais, qui étaient alignés. Et je me suis dit, si je vais au milieu des trains de marchandises, et ben devant, j'aurai une ligne d'horizon avec un seul et même point de fuite, avec tous les wagons qui se rejoignent au même endroit et tous les Ouais. câbles électriques, les caténaires qui se rejoignent sur ce même point de fuite. Et en plus, il y avait un ciel un peu orageux derrière, c'était magnifique. Et il y avait ces espèces de rayons de soleil qui perçaient juste les nuages. Et ça venait compléter mon truc. Enfin, c'était magnifique, quoi. Je voyais vraiment le truc. J'ai dit, il faut que je monte faire cette photo, c'est génial. Et donc, on a sauté le portail. Mes chiens ont réussi à se faufiler sous le portail. Et donc, on a commencé à se balader entre les wagons de train et je suis montée sur le wagon de train. Et moi, je ne savais pas. Tu sais, moi, je voyais James Bond qui court sur les wagons de train pour attraper les méchants. Ouais, Bon, un c'est vrai des film, trains à vapeur. un vrai film quoi. C'est des trains à vapeur, voilà. Et du coup, je suis montée et en fait, pourtant, ça n'arrive pas à chaque fois parce que j'ai déjà discuté avec des gens qui sont montés graffés sur des toits de train, etc., et qui n'ont pas reçu un arc électrique comme moi j'ai reçu. Mais en fait, moi, j'ai été foudroyée par un arc électrique de 20 000 volts. Je n'ai absolument pas touché les câbles. C'est que je faisais terre avec le contact du wagon, quoi, hein, je suppose. Enfin, je ne suis pas électricienne, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris un arc électrique de 20 000 volts et la chance que j'ai eue, c'est que je n'ai fait qu'amorcer cet arc électrique parce que le courant n'était pas en continu, mais était en discontinu. Donc, j'étais éjectée et je suis tombée en flammes et je suis tombée sur la tête, sur les graviers. Donc, évidemment, j'ai eu le crâne fêlé avec un hématome intracérébral de 9 mm. Ça ne fait pas grand-chose, 9 mm en soi, mais en fait, c'est énorme dans le cerveau. Mais ouais. Voilà, et puis, donc j'ai eu l'hématome intracrânien, j'ai Non, puis eu… même, rien que le choc en fait, Florine, rien que le choc de se faire électrocuter, quoi, de oui, se faire jeter, c'est la ouais, ouais, ouais. flamme, tu sais. Ouais, en flamme. Donc là, le mec, heureusement, a réussi à éteindre les flammes sur moi et donc a appelé les pompiers. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir les Ouais. pompiers qui sont intervenus très vite, vraiment. Donc, ils sont arrivés sur place, ils m'ont intubé, ventilé, sédaté, bam, ils m'ont mis dans le coma et ils m'ont transporté en camion de pompiers jusqu'à Rennes, jusqu'à l'hôpital de Rennes, mais il n'y avait pas de Ouais. service de grand brûlé à Rennes. Donc, à Rennes, le SAMU a pris le relais en hélicoptère pour m'amener jusqu'à Nantes au service des grands brûlés, où je suis restée pendant 2 mois en réanimation, dont 3 semaines de coma et 3 jours de pronostic vital engagé. Voilà. Donc, bah, attends, c'est quand même déjà pas mal, c'est juste Oui, extraordinaire. Franchement, ça n'arrive pas tous les jours et heureusement, j'ai envie de dire. Du coup, les conséquences de tout ça, quelles sont les conséquences de tout ça? Parce que évidemment, on pense bien que tu es brûlé au niveau du corps, comment ça se ouais. passe pour toi en fait? Bien sûr. Alors du coup, je suis brûlée au 3e degré sur plus de 50% de la surface corporelle. J'ai eu beaucoup de chance parce que mon visage a été épargné, comme tu peux le voir. Mm. Enfin, mon visage a été brûlé en fait, mais au 2e degré, donc ma peau s'est reconstruite. Ça s'est vraiment arrêté au niveau du cou là, mais comme il y a beaucoup de lumière, je ne sais pas si on voit trop. Non, on voit pas beaucoup en fait, ouais. Voilà, ouais, bon, voilà, j'ai une petite cicatrice sous l'œil qui se voit vraiment à peine, mais c'est vraiment, j'ai beaucoup de chance. Et donc, j'ai eu tout le dos qui a été pelé pour faire des prises de greffe. Mon dos a été épargné au niveau des brûlures, à part un petit peu le flanc gauche. Mais sinon, voilà, j'ai eu toute la jambe gauche en circulaire. D'ailleurs, elle a failli être amputée, cette jambe. Au bout de 48 heures, mon pronostic vital n'était pas encore viable. Et au bout de 48 heures, il a été question de l'amputation de la jambe. Finalement, on a réussi à me sauver la jambe. J'ai eu la cornée brûlée, ils m'ont mis des larmes artificielles pendant des semaines dans les yeux et tout s'est reconstruit. Enfin, c'est une succession de chances, mon Ouais, accident. ouais. Voilà. Et pendant les 3 semaines de mon coma, je disais que j'avais eu un hématome intracrânien. Pendant les 3 semaines de mon coma, mes parents, mes proches ne savaient pas si j'avais une activité neuronale ou pas. Ouais. T'imagines pour la famille Ah, mais c'est clair, l'attente interminable. ah ouais, et puis tu sais, souvent on me dit, waouh, t'es une warrior, c'est incroyable, t'es une battante. Et en fait, moi j'ai envie de dire, mais oh, si vous saviez ma famille comme ça a été, mais Mais ouais. des beaucoup plus grands warriors que moi, quoi, vraiment, vraiment. Pendant la réanimation, j'étais tellement shootée de médicaments, bien sûr que je souffrais horriblement, hein, je vais pas dire le contraire.
mais je n'avais pas conscience pleinement de la gravité des faits. Alors que eux, oui. C'est ce que j'allais dire, mais heureusement, parce que tu vivais déjà cette souffrance corporelle. Donc, eux, ils vivaient une autre souffrance, hein, c'est-à-dire émotionnelle et puis psychologique à ce moment-là. Donc, vous partagez les souffrances, mais c'est vrai que ça ne doit pas être simple. Et du coup, comment ça se passe après pour toi, finalement? Du coup, voilà, je fais donc ces 2 mois de réanimation. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. Comme je disais, ma famille a été très présente parce que j'étais à Nantes. Bon, mon papa habite dans les Hautes-Pyrénées, ma maman habite sur Colomiers à côté de Toulouse et ma sœur était sur Pau à ce moment-là. Et en fait, j'ai ma famille du côté paternel qui habite à Pornic, donc c'est à 1 heure de Nantes. Du coup, ça faisait un pied à terre. Donc, j'ai eu vraiment la chance d'avoir des visites tous les jours. J'avais ma petite mamie quand je me suis réveillée qui me faisait des plats cuisinés, des lasagnes, des petites tomates farcies et tout pour que je mange bien à l'hôpital. C'était génial. J'ai eu la chance d'être dans une unité de soins intensifs fantastique avec des infirmières vraiment à disposition. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui travaillent en réanimation parce que au-delà d'être des professionnels de la médecine, ils sont aussi des professionnels de l'esprit, enfin de la santé mentale, parce que vraiment, c'est des psychologues des fois. Hein, vraiment, ils sont… Et puis, il faut être accroché pour voir ce qu'ils voient en réa. C'est pas évident. Enfin, moi, je vois par exemple en réanimation, les infirmières passaient 2 heures tous les jours à 4 pour me faire les pansements. Et je vais te dire que tu as l'impression qu'on t'arrache la peau. Et les pansements, c'est pas évident. Même moi, je pleurais. Je leur disais, je suis désolée. Quand elles me lavaient les fesses et tout, tu n'as plus aucune autonomie. Et tu es là, je suis désolée. Quoi. Et ouais, bon. Bref. Et du coup, je suis partie ensuite en rééducation à la Malou-les-Bains. Donc à côté de Béziers, j'y suis restée pendant 4 mois et demi et là ça a été beaucoup plus difficile pour moi finalement que la réa parce que les médicaments déjà ont commencé à chuter, donc j'avais moins d'antidouleurs et en fait j'étais en train de devoir me réapproprier mon corps. J'étais en train de prendre conscience que parce qu'en réanimation mes parents ont été très forts et ils ont vraiment essayé de me faire penser que j'étais une warrior, que j'avais vaincu la mort. Donc au début j'avais presque ce sentiment de fierté d'avoir réussi à vaincre la mort, quoi. Ouais. Et en fait, quand je suis arrivée en rééducation, j'ai commencé à comprendre que mes cicatrices, elles n'allaient pas partir tout de suite. Que ça allait être très long, que ça allait être très, très long. Et que ça allait être plus long que ce que j'avais imaginé et que c'était interminable, en fait. Et j'ai commencé à… Et en fait, j'ai été beaucoup plus seule en rééducation parce que il n'y avait pas de pointe à terre, en fait, à côté du centre de rééducation. Donc, mes parents n'ont pas pu venir me voir très régulièrement. Je suis passée des visites à tous les jours à… Donc là, du coup, ça installe quand même une solitude. Et puis, il y a aussi une deuxième chose, là, si je réfléchis comme ça, c'est qu'il y a aussi le manque de drogue. Alors, effectivement, quand ils ont nourri mon corps de drogué pendant 3 semaines, tu vois, pendant le coma, et quand ils m'ont sorti du coma, alors moi, je sais pas, j'étais complètement shootée, hein, c'est marqué sur mes rapports cliniques, hein, mais j'ai manifesté des signes de manque clinique. Parce que voilà, je m'étais remise dedans à Rennes et ils ont nourri. D'ailleurs, en fait, quand je suis arrivée en réa, ils n'arrivaient pas à m'endormir, à me maintenir endormie. Ils ont dû voir avec mes parents, écoutez, est-ce que c'est une droguée ou pas? Enfin, faut nous le dire, hein, il en va de sa vie, on s'en fiche, quoi. Et du coup, ils ont dit, oui, connaissant mon passif là-dedans, elle a dû se remettre dedans. Et donc, en fait, là, ils ont pu me mettre les doses adaptées. Et effectivement, quand ils ont commencé à réduire les médicaments pour me sortir du coma, là, j'ai commencé à manifester de gros signes de manque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je m'en suis sortie avec du tertian, du Theralène, du Valium, de la méthadone. Enfin, c'est tout un attirail de… C'était une grosse pharmacie, Florine. Alors, aujourd'hui, heureusement, aujourd'hui, je suis plus que sous traitement de méthadone. C'est un substitut pour l'héroïne. Je me soigne avec ça et j'ai dans l'intention de le réduire. Déjà, j'ai réduit de 5 mg, donc je suis très contente. C'est pas beaucoup, hein, mais voilà, je me donne… C'est bien. Voilà. L'idée, c'est de se dire, voilà, petit à petit, tu sais, déjà, tu as vécu une belle montagne, donc vas-y, mollo. Oui. Puis tu sais, Samia, c'est des traitements qui sont très lourds. C'est des traitements qui sont très lourds et psychologiquement, il faut réduire. Oui. Ouais. Donc, il faut y aller mollo, je veux dire. Ne dis pas, ouais, déjà c'est petit, vas-y, mollo, quoi. Oui, je me donne entre 5 et 10 ans pour essayer de l'arrêter, tu vois. Voilà, c'est cool. Allez, au moins tu as un objectif, c'est génial, Florine. Exactement. Et donc là, aujourd'hui, en fait, ta vie, elle est comment par rapport à ça? Donc, est-ce que tu es revenue à la rue? Est-ce que non, finalement, tu t'as changé un petit peu? Alors non, justement, cet accident, ça a été, sans jeu de mots, ça a été l'électrochoc vraiment qu'il me fallait.
ça a été le déclic en fait pour me dire mais waouh, mais tu viens de comprendre ce que c'est de mourir, enfin ce que c'est de passer à côté de la mort et en fait toi tu t'auto-détruis tous les jours quoi dans ta vie d'avant, tu t'auto-détruis Ouais. comme ça, c'est complètement con enfin entre guillemets et en fait j'ai été chercher cette volonté en moi de survivre parce que bon personne survit à un truc pareil normalement, enfin c'est rare quoi. Mais si, toi? Ben, ouais, voilà, il y en a quelques-uns qui survivent à ce genre d'arc électrique, mais tu vois, par exemple, à Rennes, 3 ou 4 mois avant moi, il y a eu un jeune qui est monté sur un des mêmes wagons que moi et il en est mort, tu vois, par exemple. Sur le même endroit, la même gare, lui, il est décédé, tu vois, bon. Et en fait, je me suis dit, mais non, mais je veux vivre, je veux faire des projets, je veux réaliser des choses. Si je suis restée en vie, c'est que je dois faire quelque chose de ma vie, quoi. C'est que je dois devenir artiste, c'est que je dois m'éclater, et je dois. Maintenant, c'est vrai qu'après être passé à côté de ça, tu te dis vraiment que. Enfin, moi, j'observe plein de petites choses auxquelles je ne faisais pas attention avant. Je vais sourire en regardant une fleur ou un papillon, tu vois. Enfin, voilà. Et je me dis que la vie, elle est belle et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je suis en train vraiment de me construire autour de cet accident. Et en plus, ça m'a permis de développer autre chose. Tu vois, par exemple, comme je suis recouverte de cicatrices, je me suis lancée dans le modèle photo. Donc, je fais de la photo nue artistique. Donc, On je m'éclate. donnera justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on donnera évidemment les liens sur Instagram, puisqu'il y a des superbes photos de toi, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Ouais, elles sont superbes, moi j'adore. Et ouais, ouais, donc. Ce que je retiens de ce que tu dis, c'est aussi que finalement, tu n'es pas resté victime de ton accident, mais au contraire, tu en as fait encore une fois une force. Et ça, pour moi, c'est waouh. Ben, alors, au début, c'était pas si simple. Hein, je vais te Évidemment, dire. c'est dans le début. Ah oui, quand j'étais en rééducation, c'était très dur parce que j'étais vraiment. En fait, quand tu es en unité de soins brûlés, tu n'as pas de miroir. En réanimation, etc., tu n'as pas de miroir parce que c'est très dur pour un grand brûlé de se regarder dans la glace. Donc, tu n'as pas de machin. Finalement, moi, en sortie de réanimation, juste avant de sortir de réanimation, j'ai dit non, mais écoutez, j'étais tellement stressée en voyant mes jambes qui étaient carbonisées, en voyant mon corps quand elles me faisaient les pansements, les infirmières. Je voyais que j'avais des grosses grèves, des grosses cicatrices qui commençaient à gonfler. Parce que par rapport, si jamais les gens vont voir mon compte Instagram où je mets mon compte artistique où je mets des photos, les photos, les brûlures sont plutôt lisses, belles, etc. Mais au début, ce n'était pas le cas, on va dire. Hein. Il y a toujours cette évolution extraordinaire, tu sais. Ah oui, oui, oui. C'est catastrophique. Non, c'est plutôt pas mal maintenant. Oui, oui, oui. Et en fait, j'ai demandé à ma mère, on ne peut pas m'amener un miroir, s'il vous plaît, je veux voir mon visage parce que je savais que j'avais été bandée. Voilà, mes parents, quand ils sont arrivés, j'étais bandée, mais vraiment tout le visage. J'avais juste 2 fentes ici, une fente pour la sonde nasogastrique, la bouche, non, j'avais la trachéotomie. J'avais des tuyaux qui sortaient du crâne pour contrôler l'hématome. Enfin, j'étais une momie, on ne savait même pas où étaient la tête et les pieds, c'était des bandes partout. Et donc, je savais que j'avais été brûlée sur le visage, je le savais. Et en fait, elle a pris une photo et quand j'ai vu la photo, tu sais quoi, j'ai été soulagée. Ouais. J'étais soulagée parce que je voyais mes jambes qui étaient vraiment brûlées, elle par contre au 3e degré. Et en fait, au 2e degré, mon visage se reconstruisait. Et en fait, c'était pas si horrible que je l'imaginais, tu vois. Et donc, j'ai été soulagée. Mais par contre, quand je suis arrivée en rééducation, j'ai été confrontée au miroir pour mon corps, à me voir entièrement et tout. Et ça a été très dur. J'en pleurais, j'appelais ma sœur. Et ma sœur a été un pilier psychologique de ma rééducation. Elle a été énormément là pour moi. Alors qu'on est, comme je disais un petit peu plus tôt, on n'est pas spécialement proches, mais là, je sais que quel que soit le problème, elle sera là pour moi et ça a été un gros partage, elle et moi, à ce moment-là. Et je l'appelais et je pleurais, j'étais là, putain, mais plus personne va vouloir de moi, je vais plus jamais porter de robe, enfin, tu vois, c'était… voilà quoi. Et finalement, il y a eu tout un travail de faire et la photographie m'a beaucoup aidée là-dedans parce que 8 mois post-accident, je suis sortie donc au bout de 6 mois après l'accident, donc 2 mois de réanimation, 4 mois de rééducation. J'ai continué la rééducation à domicile, hein. Tout ne s'est pas stoppé comme ça. Je suis sortie de centre, mais j'ai continué à domicile. Et en fait, 2 mois après ma sortie de rééducation, j'ai fait un shooting photo avec ma sœur d'ailleurs. Et on a sorti des super belles photos et aussi des photos centrées sur moi et sur mes brûlures. Et en fait, là, je me suis rendu compte, waouh, bah oui, la photothérapie, ça peut être quelque chose. À la base, c'était pas pour un shooting de photothérapie, c'est qu'on connaissait le photographe et qu'on avait déjà posé pour lui. Mais en fait, vraiment, je trouve que ça devrait être, je le dis très souvent, mais ça devrait être obligatoire, je pense, de proposer ça de manière gratuite, bien sûr, dans des centres de rééducation comme celui où j'ai pu aller, dans des centres médico-sociaux, même dans des cabinets de médecins. On voit des affiches pour la grippe, on pourrait faire des affiches pour la photothérapie parce que vraiment, ça te permet de changer ton regard sur toi. C'est vraiment important. Alors, justement, aujourd'hui, ta vie, c'est complètement, donc, depuis cette histoire, en fait, cette expérience, donc, du coup, ta vie, elle s'est complètement transformée. Aujourd'hui, tu es dans les objectifs, tu es dans l'avancement, tu es sur un chemin d'évolution, en tout cas, qui est complètement différent.
puisque là, bah, tu es encore dans l'école d'art, tu vas avoir donc, pendant 3 ans, c'est ça? Ouais, oui, oui. Euh, Pendant tu as des 2 ans. projets, 2 ans, tu as des projets, donc Ouais. comment tu te sens psychologiquement là-dedans? Bah écoute, je suis encore fragile là-dessus, je le sais, hein, tu vois, je le sais. Bah, par exemple, là, avec le confinement qu'on a eu, par exemple, il y a eu ce rattrapage un petit peu, tu vois, de repenser, de rebrasser du noir par rapport à ma vie avant l'accident, bien sûr, et par rapport à cet accident, le fait de se sentir confiné, tu vois, mon corps, il a quand même été confiné pendant 1 an et 3 mois exactement. D'abord sous de lourds pansements en réa. Ensuite, j'ai porté quand même pendant quasiment plus d'1 an des vêtements de contention sur tout le corps, ma combinaison de plongée, j'avais que la tête et les orteils qui dépassaient, tu vois, et c'était, t'as l'impression d'être dans un étau, bon bref. Et donc j'ai beaucoup rebrassé tout ça, et évidemment pendant le confinement, quand on ne pouvait pas voir grand monde, les seules personnes que je croisais dans la rue, c'était souvent des SDF avec leurs chiens, etc. Et beaucoup de fois, je me suis sentie attirée, j'y suis pas forcément allée, mais beaucoup de fois, forcément, chercher la chaleur humaine que je ne pouvais pas trouver. Heureusement, j'arrivais à avoir quand même quelques amis de l'école, mais je sais que je peux être fragile à côté de ça. Heureusement, je suis très bien entourée. Ouais. J'ai des très bonnes copines aux Beaux-Arts qui me soutiennent. Et puis, j'ai ma famille aussi, hein. Voilà, ma famille, elle est très présente pour moi. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais dire justement à une personne qui vit, alors pas ce genre d'événement, enfin pas cet événement, mais ce genre d'événement justement Un accident, tu veux dire? ouais, un accident, qui lui arrive quelque chose en tout cas justement qui transforme sa vie, est-ce que tu as envie de lui laisser un message? Alors, si jamais ça transforme son corps, tout du moins, parce que c'est vrai que moi, ça a été vraiment au Ouais, niveau bien de sûr. transformation du corps, j'ai vraiment envie de dire, mais ça, c'est un message presque à tout le monde, c'est que il faut arrêter bon, un grand brûlé ou quelqu'un qui a eu un cancer de la mâchoire ou quelqu'un qui a une déficience au niveau du visage ou au niveau du corps, qui a des angiomes, Ouais. qui a des taches, Ok. voilà, ou quelqu'un qui a le cancer du sein, qui a une ablation des seins, je pense à toi, bon, ou quelqu'un quand on perd les cheveux, etc. D'arrêter de regarder les gens comme si c'était des monstres. Et en fait, plus la diversité sera affichée, plus elle pourra être célébrée et plus elle sera démocratisée, elle sera normale, quoi. Donc, ne vous cachez surtout pas, montrez-vous, parce que plus vous allez vous montrer, plus ce sera banalisé et ce sera normal. Et donc, c'est important parce que c'est vrai que moi, par exemple, avant de me connaître moi en tant que grand brûlé, je n'avais jamais vu un grand brûlé de ma vie. Je ne savais Ouais. pas ce que c'était. Et j'en Oui, ai parce que toujours pas les gens croisé se avant cachent. Ouais. oui, voilà. Et c'est ça que j'ai envie de dire, mais montrez-vous parce que en fait, l'humanité, si elle était linéaire, bah, ça serait chiant, hein, clairement. Et en fait, c'est le principe de l'humanité, c'est la différence, et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, on a tellement été bombardés avec des critères, des standards, avec la télévision, avec les magazines, avec les journaux, même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, hein. Et encore, les réseaux sociaux font un gros travail, je trouve, en ce moment Ouais. sur la différence des corps, donc c'est très bien. Mais on a tellement été bombardés par les dictats de la minceur, les dictats de la vieillesse, les machins, que c'est vrai que beaucoup de gens se plient à ces dictats et ne pensent même plus à leur propre personne. Et donc, non, montrez-vous comme vous êtes. Et plus vous vous montrerez, plus ce sera démocratisé. Voilà. Merci Florine. Moi, j'ai envie juste de rajouter qu'effectivement, après une telle expérience, en tout cas, l'idée, c'est plutôt aussi de dire, j'ai finalement une deuxième chance. Et donc, Oui, ah oui, bien sûr, bien sûr, c'est bien sûr. aussi ça, moi, que ça me fait résonner ça. C'est vraiment cette deuxième chance, c'est de pouvoir justement aller dans tes rêves. Oui, 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 oui. Oui, oui, bah, c'est vrai que je pense que bah, avant cet accident, je serais partie droit dans le mur. Je pense. J'ai essayé de m'accrocher à quelque chose, mais à un moment donné, tu peux plus Ouais. t'accrocher. Enfin, c'est trop. Et c'est vrai que cette offrande de la vie, quoi, que la vie me propose, me dise, tiens, je t'offre un nouveau truc. J'ai tellement envie de la saisir et je me dis, ben non, rien que pour ça, je n'ai pas le droit de retourner. C'est ça aussi qui me maintient de ne pas Ouais. retourner dans mon ancienne vie, c'est de me dire, mais si je retourne là maintenant dans ce que je faisais avant l'accident, mais le prochain truc qui m'arrêtera, c'est la tombe. Là, j'ai failli mourir. Donc, si avec ça, je reprends à picoler, à fumer, à machin, si avec ça, je ne m'arrête pas, le prochain truc, ce sera la mort. C'est pas, enfin, donc ça me tient beaucoup. Et vraiment, toutes les personnes qui ont des accidents ou qui ont des remises en question de vie aussi magistrales, mais prenez cette chance parce que c'est magnifique et ça donne une force en fait pour avancer. Ouais. Merci Florine. Encore une fois, je rebondis dessus pour dire qu'il ne faut pas attendre justement ces accidents parce que des fois, ça peut être trop tard. Peut-être essayer de faire les choses en amont, c'est-à-dire avant, de lui demander voilà, s'il y a quelque chose qui ne va pas, de revenir en tout cas à vous parce que c'est aussi ça qui est important, non? Qu'est-ce que tu en penses, Florine? Bah, oui, oui, se ressourcer à soi-même, essayer de réfléchir sur son propre cheminement, mais je pense que c'est pas toujours évident. Oui, bien sûr. Au contraire, enfin,
je pense par rapport à moi, j'aurais jamais eu cette réflexion parce que je me sentais à ma place, si tu veux. Oui. Donc, quand tu es, quand t'es dans un engrenage de système de vie et que bon, bah, tu es dedans, c'est difficile de se remettre en question. Je pense vraiment déjà s'entourer. Il faut vraiment choisir ses fréquentations, en fait, hein, clairement. Hein. Et je pense qu'en fonction des fréquentations, des amis que tu vas te faire, eh ben, ça va. Évidemment, il faut que tu te pousses toi-même et que la décision vienne de toi, mais je pense que l'entourage peut vraiment beaucoup aider. Et voilà, c'est… voilà. Ben, c'est ton mot de la fin finalement, Florine. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Donc, pardon, Florine, j'ai pas entendu. Je disais, ben merci Samia, en tout cas, merci beaucoup. Et puis Merci voilà. à toi, Florine, de nous offrir comme ça ce cadeau-là qui est ta vie, qui a été voilà, un déchirement, mais en même temps une reconstruction, encore une fois, des prises de conscience, des gens que tu as pu connaître et aborder différemment. Donc, ouais. Oui, puis c'est pas terminé. Hein. Là, je suis encore, c'est tout jeune, donc je suis encore en cheminement et je sais que je suis pas encore reconstruite, mais j'avance là-dedans, donc c'est beau, quoi. C'est chouette. On va mettre on va mettre de toute façon tout ce que vous pouvez trouver sur Florine aujourd'hui, hein, puisque voilà, elle aussi elle est en constante évolution. Vous pourrez la trouver sur Instagram parce qu'elle est beaucoup sur Instagram, Florine. Ouais. Super photo, voilà, et puis peut-être entrer en contact avec elle. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup de nous suivre. Je vous remercie beaucoup à vous de nous suivre. Merci Florine d'avoir été présente dans ce partage. Pour moi, c'est hyper important de montrer des femmes qui sont, alors je sais pas, tout le monde dit qu'elles sont différentes. Pour moi, elles sont tout à fait normales et c'est ça la normalité en fait. C'est effectivement ce panel de beauté qu'on peut rencontrer et donc de témoigner en tout cas de sa vie, de ses expériences. Moi, je trouve ça fabuleux. J'espère qu'en regardant ces vidéos, ça va vous donner peut-être du courage, peut-être ça va résonner, peut-être ça va, vous allez peut-être trouver une réponse en tout cas dans une situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à faire tourner hein, évidemment ces vidéos, les partager, les liker. Voilà. Donc à très bientôt. Salut. Merci. Ciao.